La tasse en porcelaine ébréchée me réchauffait les mains tandis que je regardais par la fenêtre de la cuisine. La pluie s'abattait sur la vitre, reflétant la tempête qui couvait en moi. Comment en était-on arrivé là? Moi, debout ici, une femme de 38 ans avec un emploi décent de bibliothécaire, payant une pension alimentaire pour mon mari au chômage, Thomas, à son ex-femme, Marie, pour finalement être traîné devant les tribunaux par elle pour obtenir plus d'argent. Thomas et moi étions mariés depuis 5 ans. Il était charmant. C'est le mot que j'utilisais autrefois. Aujourd'hui, j'utiliserais probablement irresponsable ou exaspérant. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était un artiste en difficulté, plein de passion et de grands rêves. Moi, qui étais pragmatique, j'étais attiré par son esprit libre, son attitude insouciante. Je pensais pouvoir être son ancre, la force stable de sa vie. J'avais tort. Ses efforts artistiques n'ont jamais vraiment décollé. Il passait d'un projet à l'autre, touche à tout, mais ne maîtrisait rien. Il commençait une peinture, s'ennuyait à mi-chemin, puis passait à la sculpture. Puis il écrivait, puis il faisait de la musique. Rien ne collait jamais. Et pendant tout ce temps, je l'ai soutenu. Je me disais que c'était parce que je l'aimais, parce que je croyais en lui. Mais au fond, je crois que j'aimais juste me sentir utile. Marie, l'ex-femme de Thomas, était une toute autre histoire. Pratique, pragmatique, mère célibataire, elle avait 2 boulots pour joindre les 2 bouts. Elle et Thomas avaient un fils, Ethan, un garçon intelligent et gentil qui méritait mieux que le divorce difficile de ses parents. Lorsque Thomas a perdu son dernier emploi, un poste vague impliquant un conseil créatif, qui n'a duré que 3 semaines, je suis intervenu. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'Ethan souffre à cause de l'irresponsabilité de Thomas. J'ai donc contacté Marie. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café neutre. Marie était d'abord méfiante, ses yeux remplis de suspicion. Je ne lui en voulais pas. Je lui ai expliqué ma situation, à quel point Thomas était peu fiable et que je voulais assurer le bien-être d'Ethan. J'ai proposé de lui verser directement la pension alimentaire ordonnée par le tribunal. Elle a accepté, bien qu'à contre-cœur. Je pouvais voir le soulagement dans ses yeux, mêlé d'une bonne dose de scepticisme. Pendant 2 ans, j'ai payé religieusement. Chaque mois, l'argent était transféré sans poser de questions. J'ai même essayé de construire une relation civile avec Marie. Nous échangions de brèves plaisanteries lors des événements scolaires d'Ethan. Elle était toujours polie, mais il y avait une distance, une réserve que je comprenais. Puis, la convocation est arrivée. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu l'enveloppe officielle. Marie nous ramenait au tribunal pour demander une augmentation de la pension alimentaire. Mon sang s'est glacé. N'avais-je pas fait assez? N'avais-je pas été plus que juste? J'ai appelé Thomas, la voix tremblante de colère. « Qu'est-ce que c'est, Thomas ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que c'est que cette convocation au tribunal ?» Il marmonna quelque chose à propos de Marie qui n'était pas raisonnable, qui voulait toujours son argent. « Mais tu n'as pas d'argent, Thomas ?» ai-je rétorqué. « C'est tout le problème. C'est moi qui paye pour toi. » Il haussa les épaules, son visage n'étant qu'une image d'indifférence. « Eh bien, tu gagnes bien ta vie, » dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Et Ethan mérite le meilleur. » J'ai ressenti une vague de rage si intense qu'elle m'a fait trembler. « Mérite le meilleur? Et moi, Thomas? Est-ce que je ne mérite rien? Est-ce que je ne mérite pas un mari capable de subvenir aux besoins de son propre enfant? Est-ce que je ne mérite pas de ne pas être traîné devant les tribunaux à cause de tes échecs? » Il m'a regardé, les yeux vides. « Ne sois pas dramatique, » dit-il. « Ce n'est qu'une question d'argent. Juste de l'argent. » C'est ce qu'il pensait. Il n'avait aucune idée du prix que cela me coûtait, du ressentiment qui grandissait en moi, de la lente érosion de mon amour pour lui. J'ai engagé une avocate, une femme vive et pragmatique du nom de Barbara. Elle a écouté mon histoire, l'air sombre. « C'est un désastre, » a-t-elle finalement dit. « Mais nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour vous. » Le jour de l'audience arriva et j'avais l'impression de vivre un cauchemar. La salle d'audience était froide et stérile, remplie des murmures étouffés des avocats et des spectateurs. Marie était assise en face de moi, le visage figé dans une ligne déterminée. Ethan était assis à côté d'elle, l'air confus et un peu effrayé. Thomas, comme on pouvait s'y attendre, était en retard. Il est finalement entré, l'air échevelé et sans remords, au moment même où le juge s'apprêtait à prononcer notre procès. L'audience a commencé et les détails de l'irresponsabilité financière de Thomas ont été dévoilés. Son manque d'antécédents professionnels, ses emprunts constants auprès de ses amis et de sa famille, son mépris total pour ses obligations parentales. L'avocat de Marie a brossé le portrait d'un homme qui était non seulement irresponsable, mais aussi complètement incapable d'assumer la responsabilité de ses actes. Mon avocate, Barbara, a répliqué avec des preuves de mes paiements,
soulignant le fait que je payais systématiquement plus que le montant ordonné par le tribunal. Le juge écouta attentivement, son expression indéchiffrable. Il posa des questions à Marie, sondant ses raisons de demander une augmentation. Elle parla de l'augmentation du coût de la vie, des besoins d'Ethan, du fait que Thomas n'avait fait aucun effort pour contribuer financièrement depuis des années. Elle ne m'a jamais regardé directement. Puis, ce fut mon tour. Barbara m'a demandé d'expliquer la situation, de dire au juge pourquoi je payais la pension alimentaire de Thomas. J'ai parlé de mon amour pour Thomas, de mon désir de protéger Ethan, de ma naïveté à croire que je pouvais arranger les choses. Ma voix s'est brisée à plusieurs reprises et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Le juge m'a regardé, les yeux emplis de « quoi ? De pitié ? De dégoût ?» Je n'ai pas su dire. Il a ajourné l'audience, disant qu'il avait besoin de temps pour examiner les preuves. En quittant la salle d'audience, je me sentais vidé, épuisé et complètement vaincu. Je ne savais pas quelle serait la décision du juge. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Tout ce que je savais, c'est que ma vie, mon mariage, ma perception de moi-même avait été irrémédiablement changée. L'attente était angoissante. Chaque jour qui passait me semblait une éternité. Je repassais en boucle l'audience dans ma tête, décortiquant chaque mot, chaque regard, chaque nuance. J'analysais l'expression du juge, à la recherche d'un indice, d'une indication de ses tendances. J'ai même commencé à faire des cauchemars. Je rêvais d'être au tribunal, la voix du juge retentissant, m'accusant d'avoir permis l'irresponsabilité de Thomas. Ou je rêvais de Marie, le visage déformé par la colère, me pointant du doigt, me reprochant tout. Thomas, lui, faisait comme si de rien n'était. Il continuait son cycle sans fin de projets à moitié faits et de promesses creuses. Il se levait tard, se promenait dans la maison en pyjama, bricolait un nouveau gadget qu'il avait acheté avec le peu d'argent que je lui avais donné à contre-cœur pour des fournitures d'art, puis passait le reste de la journée à jouer à des jeux vidéo. Il ne m'a jamais demandé comment je me sentais, n'a jamais reconnu le stress que je subissais. C'était comme si le procès, les années de difficultés financières, les bouleversements émotionnels, tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Un soir, je l'ai trouvé dans le salon, entouré d'un fouillis de fils et de circuits imprimés. Il essayait de construire une sorte de bras robotique, un projet qu'il avait abandonné des semaines auparavant et qu'il avait soudainement ressuscité. Il fredonnait pour lui-même, complètement absorbé par son monde, inconscient de ma présence. Je restais là un moment à le regarder. Sa vue, si insouciante et si inconsciente, m'emplit d'une vague de ressentiment si intense que j'en eus le souffle coupé. Comment pouvait-il être aussi nonchalant? Comment pouvait-il être si aveugle aux conséquences de ses actes? Comment pouvait-il être si égoïste? Thomas, dis-je d'une voix à peine murmurée. Il leva les yeux, surpris. Oh, dit-il, comme si je venais de rentrer de l'épicerie. Regardez ça. J'ai presque fini le bras. Ça va être incroyable. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, les yeux brûlants de larmes retenues. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il. Tu as l'air bouleversé. Je suis bouleversé, répétai-je en élevant la voix. Je suis bouleversé? Tu me demandes ce qui ne va pas? Tu es sérieuse? Il cligna des yeux, confus. Ouais, quoi? Il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quelque chose? Criai-je. Il s'est passé quelque chose? Thomas, on nous poursuit en justice. On va au tribunal. Ton ex-femme essaie de nous soutirer encore plus d'argent, et toi tu es assis ici à jouer avec des jouets. Il tressaillit, réalisant enfin la gravité de la situation. Oh, c'est vrai, marmonna-t-il. Ça, hurlai-je. C'est tout ce que tu as à dire? Ça, c'est ta vie, Thomas. C'est la vie de ton fils. C'est ma vie. Et tu la prends comme un jeu. Il baissa les yeux, la honte s'insinuant enfin dans ses yeux. Je ne voulais pas. Tu n'as jamais eu l'intention de le faire, n'est-ce pas? L'interrompis-je. Tu n'as jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Tu n'as jamais eu l'intention d'être irresponsable. Tu n'as jamais eu l'intention de me laisser ramasser les morceaux. Mais tu le fais toujours. Il était silencieux, son visage pâle. Je suis fatigué, Thomas, dis-je, la voix s'adoucissant. Je suis tellement fatigué de te porter. Je suis fatigué de payer tes factures. Je suis fatigué de te trouver des excuses. Je suis fatigué d'être la seule adulte dans cette relation. Je me suis retourné et je suis parti, le laissant là, debout, au milieu du chaos de ses projets abandonnés. Je suis allé dans notre chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le bord du lit. J'ai regardé autour de moi, les tableaux sur les murs, les vêtements dans le placard, les livres sur les étagères. Tout me semblait si familier, et pourtant si étranger. C'était comme si je voyais tout cela pour la première fois. J'ai pensé à Marie,
à Ethan, au juge, à Barbara, mon avocate. J'ai pensé à Thomas, à ses rêves, à ses échecs, à l'homme que je croyais aimer. Et j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça, prisonnière d'un cycle de ressentiment et de désespoir. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le placard et j'ai commencé à préparer mon sac. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je devais partir. Je devais m'échapper. Je devais me retrouver. Alors que je fermais ma valise, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai hésité un instant, puis j'ai ouvert. Thomas se tenait là, les yeux rouges et gonflés. « Où vas-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. Je le regardais, l'homme avec qui j'avais juré de passer ma vie, l'homme qui était devenu un étranger pour moi. Et je savais, avec une certitude qui m'étonnait moi-même, que je ne pouvais pas rester. « Je ne sais pas, dis-je, mais je dois y aller. » Et sur ce, je suis sorti par la porte, le laissant là, seul. Je ne savais pas où j'allais, mais la route dégagée me semblait une bouffée d'air frais après des années de routine étouffante. J'ai roulé pendant des heures, la pluie s'est enfin arrêtée, le ciel a commencé à s'éclaircir avec la promesse de l'aube. J'ai trouvé un petit motel confortable niché au pied d'une chaîne de montagnes et je me suis enregistré, l'anonymat silencieux étant un changement bienvenu. Pour la première fois depuis longtemps, je ne sentais pas le poids de la responsabilité m'écraser. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des chants d'oiseaux à ma fenêtre. J'ai tiré les rideaux et j'ai eu le souffle coupé. La vue était à couper le souffle. Des collines vallonnées couvertes de fleurs sauvages aux couleurs vives s'étendaient à perte de vue, baignées par la lumière dorée du soleil levant. C'était une scène de paix et de tranquillité, un contraste frappant avec la tourmente que j'avais laissée derrière moi. J'ai passé les jours suivants à explorer la région. J'ai parcouru les collines en respirant l'air frais des montagnes. J'ai visité des galeries d'art locales, admirant le travail d'artistes qui avaient trouvé leur passion et l'avaient poursuivi sans relâche. Je me suis assis au bord de la rivière, écoutant le doux murmure de l'eau, laissant la tranquillité m'envahir. J'ai même essayé de peindre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon enfance. C'était maladroit, mais c'était agréable. J'avais l'impression de redécouvrir une partie de moi-même que j'avais oubliée depuis longtemps. Pendant cette période, je pensais beaucoup à Thomas, à Marie, à Ethan. Je pensais aux années que j'avais passées à essayer d'arranger les choses, à essayer de rendre tout le monde heureux. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas arranger les choses, sauf moi-même. Je ne pouvais pas contrôler les choix de Thomas, je ne pouvais pas effacer le ressentiment de Marie, et je ne pouvais pas assurer à moi seul l'avenir d'Ethan. Tout ce que je pouvais contrôler, c'était ma propre vie, mon propre bonheur. Un soir, alors que j'étais assis sur le porche du motel, regardant le soleil se coucher sur les montagnes, mon téléphone a sonné. C'était Barbara, mon avocate. Le juge avait pris une décision. Mon cœur battait fort dans ma poitrine en écoutant ces paroles. Le juge avait statué en faveur de Marie, accordant une augmentation de la pension alimentaire. Mais, et c'était là le point crucial, il avait également reconnu mes efforts, mes paiements réguliers et mon inquiétude sincère pour le bien-être d'Ethan. Il m'avait félicité pour mon sens des responsabilités et ma compassion. Ce n'était pas le résultat que j'espérais, mais ce n'était pas non plus une perte totale. Les paroles du juge, même si elles n'ont pas changé le fardeau financier, m'ont semblé une validation. Ils ont reconnu mes efforts, mes sacrifices et mes bonnes intentions. C'était une petite victoire, mais c'était quand même une victoire. J'ai appelé Marie. La conversation a été difficile, pleine de silence gêné et de ressentiments non exprimés. Mais je lui ai dit que je continuerais à payer la pension alimentaire, comme je l'avais toujours fait. Pas pour Thomas, mais pour Ethan. Car malgré tout, il méritait une chance. Je ne suis pas retourné vers Thomas. Je ne pouvais pas. La confiance était brisée, l'amour avait disparu. J'ai emménagé dans un petit appartement en ville, près de mon travail à la bibliothèque. Je me suis concentré sur mon travail, sur mes amis, sur moi-même. J'ai commencé à suivre des cours d'art, ravivant ma passion longtemps endormie. J'ai même recommencé à sortir avec des gens, prudemment, avec hésitation, en apprenant à faire confiance à mon propre jugement. Le chemin qui m'attendait n'allait pas être facile. Il y aurait des défis, des revers et des moments de doute. Mais je savais, au fond de moi, que j'étais enfin sur la bonne voie. J'avais appris une leçon précieuse, je ne pouvais sauver personne d'autre que moi-même. Et en regardant l'horizon, je savais que mon voyage ne faisait que commencer. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, je l'ai affronté avec espoir, avec courage et avec la conviction inébranlable que j'étais enfin, vraiment, libre.